Sandy Family en prison, la femme de la victime témoigne, Shera Karinsky voit ses anciennes polémiques refaire surface et ça fait assez peur. Cette semaine, l'émission spéciale influenceur est assez chargée. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, comme chaque mercredi, on revient sur les polémiques qui se déroulent au niveau de Internet, du digital et non pas de la télé et des people. Quoi que je dise ça, mais une people va faire parler aussi dans l'émission, vous allez comprendre. Pas de mise au point cette semaine, pas de vidéo ni de compte à découvrir non plus parce qu'on a vraiment un gros tour de l'influence et vous le savez, j'aimerais bien que MTTI ne dépasse pas 1 heure, donc j'essaye un petit peu de composer avec tout ça. N'oubliez pas de liker et commenter pour me soutenir et pour aider avec l'algorithme et surtout abonnez-vous si jamais vous n'êtes toujours pas abonné à cette chaîne et que vous aimez mon contenu. Ceci étant dit, je vous retrouve après le générique et on commence avec les réels de la semaine. C'est parti, jingle. Pour les réels de la semaine, je commence avec une créatrice de contenu que justement j'ai découvert il y a pas longtemps et qui servira de compte à découvrir en même temps. Je vous parle de Mademoiselle Fantasia qui est une jeune femme qui fait énormément de contenu un peu style court-métrage et qui rejoignent des sujets actuels ou des sujets de société. Vous le savez notamment, en ce moment on prépare tous et toutes la rentrée et justement Mademoiselle Fantasia a posté quelques contenus en rapport avec la rentrée et en rapport notamment avec plusieurs visions des choses. C'est pour ça que j'apprécie son contenu, c'est parce qu'on est vraiment sur la ligne éditoriale de on a plusieurs côtés à une histoire. Donc je voulais mettre en avant ce compte et vous faire découvrir son contenu. Je vous laisse regarder un réel. Stress de la rentrée. Allez, debout, mademoiselle. Maman, mais il est quelle heure? Mais pourquoi tu me réveilles à cette heure-là? Il est 7h30. Écoute, la rentrée est dans 2 semaines. Il faut reprendre les bonnes habitudes et se lever tôt le matin. Maman, t'es chiante avec ça. Allez, bonne nuit. Je suis vraiment désolée, Léo. Du coup, Camilla dort encore. Quoi? Mais pourquoi tu m'as pas dit plutôt qu'il y avait Léo à la porte? J'arrive, hein? Je suis là. Tu vois que tu peux te lever tôt quand tu veux. T'es vraiment drôle, maman. Oh, t'es déçue. Attends, ta mère a vraiment fait ça? Oui, oui. Je sais pas si c'est diabolique ou si c'est du génie. Mes vacances d'été sont passées trop vite cette année. Imagine qu'on n'est pas dans la même classe. Horrible. Et je flippe trop d'être avec des gens que j'aime pas. Eh ben moi, je prie pour que vous soyez pas ensemble parce que depuis que vous êtes toutes les deux, Camilla a vraiment des mauvaises notes. Tu préfères que j'ai des bonnes notes ou que je sois malheureuse? La réussite est plus importante que le bonheur, ma chérie. Ah, si t'étais prof, j'aimerais pas t'avoir dans ma classe. Tu m'as attendu, hein? T'as pas encore regardé la liste des classes? Bien sûr que je t'ai attendu. Je serais jamais allée voir sans toi. Qu'est-ce qui se passe? Tu t'accroches à ton sac quand t'es stressée? Bien sûr que je suis stressée. Imagine qu'on n'est pas dans la même classe, que j'ai des amis pourris, des profs pourris, des notes pourries. Et que ce soit une année pourrie en fait. Je vais t'avouer un truc. Je suis dans le même état que toi. Juste, je le cache un petit peu mieux. Et tu sais ce que je me dis quand je suis comme ça? Que quoi qu'il se passe, rien n'arrive par hasard. Donc en gros, cette année, si rien ne se passe comme prévu et que tout se passe mal, ça voudrait dire que c'est le destin qui l'a décidé. C'est légèrement péjoratif, mais imaginons que ça se passe comme ça, c'est que c'est écrit et que ça devait se passer comme ça. Quoi? On n'est pas ensemble? Alors, tu crois toujours que le destin fait bien les choses? La semaine dernière, on parlait de Magla en vacances. Cette fois-ci, on parle de Magla qui nous apprend à glow up via un filtre TikTok qui, ma foi, fait quand même assez rire. Je vous laisse écouter. En ce moment, je tombe sur les TikTok des filles qui disent que si on veut glow up, il faut regarder les célébrités qui nous ressemblent le plus. T'auras à peu près les choses qui te vont le mieux au visage, au teint, etc. Parce que eux ont des stylistes, make-up artistes. Et moi, je n'ai absolument aucune idée de à qui je ressemble. Donc, je vais essayer ce filtre qui est absolument pas accurate à mon avis. Non. J'ai dit je vais essayer ce filtre. Jamais 203. Vous le savez, on a suivi en long, en large, en travers, en diagonale, par derrière, par devant, tout le déménagement de la créatrice de contenu des vibrations. Et bien justement, elle a posté un réel où elle voit, enfin où elle nous montre plutôt, et nous fait découvrir ce à quoi ressemblait son appartement au tout début et ce à quoi il ressemble aujourd'hui. Je me suis dit qu'on était sur une chaîne où on aime bien avoir la fin des histoires et le fin mot des histoires également, et donc pourquoi ne pas conclure toute cette rénovation appartement avec des vies via ce réel. Regardez.
Une story récente de Noolito a fait beaucoup parler sur les réseaux sociaux, étant donné que celui-ci en fait était en balade avec son père, si je dis pas de bêtises, et il est tombé sur un enclos où à l'intérieur il voit des sangliers. Et il se demande pourquoi est-ce qu'on a des sangliers littéralement domestiqués dans cet enclos. Donc il pose la question en story, et la réponse a été assez choquante, étant donné qu'on a dit à Noolito qu'il y avait plusieurs options. Soit ces sangliers étaient élevés et domestiqués pour être ensuite relâchés et être chassés, ce que personnellement je trouve absolument atroce, horrible et inhumain, soit ils sont également là uniquement pour entraîner les chiens à les sentir pour la chasse. Quoi qu'il en soit, je trouve qu'on est sur des techniques barbares et qu'on n'est pas du tout sur une régulation comme les chasseurs essayent de faire l'entendre, donc je vais peut-être lancer un débat dans les commentaires, mais je vous laisse écouter et vous me direz ce que vous en pensez. Team Noolito. Faire une randonnée, on tombe sur un truc comme ça où il y a un sanglier clôturé. Si quelqu'un sait... Sanglier clôturé, pardon. Sanglier dans une clôture. C'est toujours pas français, vous avez compris. Il est marqué. Pourquoi? Il est marqué à l'oreille, comme les... Ah ouais? C'est pas vrai. Mais vraiment, jusqu'au bout, c'est vraiment des abrutis pas finis, hein. Je veux dire, moi, les sangliers, ils sont tous approchés de nous, ils sont domestiqués. Il n'y a pas de quoi être fier de tuer un animal sauvage, il est même plus sauvage. Je peux plus me les voir. Si je comprends bien, on élève des sangliers jusqu'à l'âge adulte, et au moment de la réouverture de la chasse, on les relâche pour aller les dézinguer. Vous trouvez ça normal? S'il vous plaît, dites-moi que non, s'il vous plaît. Vous le savez, je mets souvent en avant Amy Story dans MTTI depuis qu'elle a repris les contenus courts. D'ailleurs, vous avez été nombreux et nombreuses à ne pas savoir que je l'avais déjà mise en avant, mais j'en avais déjà parlé dans MTT et dans MTTI, dans les comptes à découvrir. C'était pour justement la mettre en avant et vous dire qu'elle avait un challenge 100 000 abonnés, qu'elle a d'ailleurs franchi très haut la main. Et cette fois-ci, elle nous fait un contenu court qui revient sur TikTok Lite. Je vous en avais parlé il y a quelques semaines. Je vous avais expliqué que TikTok lançait TikTok Lite, qui était une sorte de moyen de gagner des sous tout en scrollant, gagnant des pièces qui pouvaient se transformer en chèques cadeaux Amazon. Je vous avais prévenu que pour moi ça n'allait pas faire long feu et visiblement c'est le cas, ça n'a pas fait long feu et tant mieux parce que le but ici était littéralement de rendre encore plus accro aux réseaux sociaux que ce que certains et certaines le sont déjà. Amy Story l'explique justement dans un contenu court, je vous laisse regarder. Chaque vidéo que tu regardes sur TikTok te rapporte de l'argent. Oui, t'as bien entendu. Chaque vidéo que tu regardes permet de te faire gagner des pièces virtuelles que tu peux ensuite convertir en carte cadeau Amazon. C'est le projet de TikTok Lite, lancé fin mars en France, qui vise à récompenser les utilisateurs pour leur temps passé sur l'appli. Mais bien sûr, vu que le temps passé sur les écrans est déjà un gros problème, en particulier chez les jeunes, ça a fait flipper absolument tout le monde. L'Union européenne a carrément accusé TikTok de chercher à volontairement créer de l'addiction chez ses utilisateurs et a immédiatement menacé d'ouvrir une enquête et de prononcer la suspension de l'application. Suite à la polémique que ça a créée, TikTok a rapidement décidé de faire marche arrière et de suspendre les fonctionnalités de récompense dans TikTok Lite. Et c'est plutôt une bonne nouvelle, parce que c'est clair que ça n'aurait pas aidé à réduire notre addiction aux écrans si... J'étais obligé de vous mettre ce réel en avant, même si je pense qu'il ne va pas vous intéresser. Mais Enjoy Phoenix, notre reine de la beauté d'il y a quelques années, est en train de reprendre sa place. En effet, elle a posté un tuto en réel sur Instagram et si on suit la description, on pourrait comprendre que ça ne sera pas le seul. Honnêtement, moi j'ai adoré voir ça et je me dis que ça serait pas mal de retrouver Enjoy Phoenix également un petit peu axé beauté parce que c'est vrai que ça reste une de ses passions et personnellement, en tant que créateur de contenu, j'aime beaucoup partager toutes les facettes de mes personnalités sur les réseaux sociaux et je me dis que Marie pourrait faire de même. Je vous laisse regarder.
Ça fait quelques semaines qu'on n'a pas parlé de Caro Nola dans MTTI. Ici, je le fais, étant donné qu'elle a décidé de faire un contenu pour se remettre au sport. Je mets des guillemets si jamais vous m'écoutez en podcast, étant donné que c'est vrai qu'on a beaucoup à chaque fois de contenus qui vont être là, discipline, il faut se lever à 5 heures, il faut vraiment se tuer à la salle, etc. Caro voit ça totalement autrement et essaye de motiver avec des conseils un peu plus simples qui peuvent justement motiver les personnes qui n'ont pas forcément l'envie ni la motivation nécessaire, mais qui aimeraient justement la trouver. Je vous laisse regarder. Bravo Caro pour cette prise de parole. Faire parler comme dans 50 000 autres vidéos de la discipline qui doit prendre le dessus sur la motivation quand on veut se remettre au sport, je vais plutôt te donner les astuces qui m'ont réellement aidé personnellement à faire du mouvement un non négociable dans ma routine et ce depuis début 2024. Tout bête, mais faire sa séance le matin, ça permet de ne pas avoir la fatigue accumulée de la journée et trop la flemme d'y aller. Pour avoir moins la flemme justement, ne pas négliger la supplémentation en magnésium qui en plus de réduire la fatigue, intervient dans les mécanismes de contraction et de relâchement musculaire. Il soutient la pratique en évitant les crampes. Personnellement, vu mon grand âge, je prends aussi du curcuma pour prendre soin de mes articulations. Si tu en cherches de bonne qualité, tu as la marque Super Smart qui propose des compléments parfaitement dosés et bien assimilés par notre organisme. Enfiler une jolie tenue quand on se sent bien dans notre peau, en confiance, ça motive déjà beaucoup plus. Efficacité réellement testée et approuvée. Planifier. Si ce n'est pas dans ton agenda en top priorité, tu auras toujours d'autres choses à faire. À toi de le transformer en réunion de la plus haute importance avec toi-même. Et enfin, je te parlais des compléments Super Smart, mais évidemment, ils sont complémentaires d'une alimentation équilibrée, riche en protéines, vitamines et minéraux pour favoriser la récupération. D'ailleurs, si tu souhaites soutenir celle-ci, toi aussi avec des compléments de qualité, tu as 10% avec le code CARONOLA. D'ailleurs, je lui envoie énormément de soutien parce qu'en ce moment, c'est vrai qu'elle s'en prend un petit peu plein la tronche, notamment par rapport au fait qu'elle a dévoilé une fourchette de son chiffre d'affaires mensuel. Elle a perdu des abonnés à cause de ça et je trouve que c'est assez hypocrite d'aller demander à un influenceur, une influenceuse de dévoiler un petit peu combien il gagne pour ensuite l'unfollow et faire comprendre que ça vous plaît pas. Et quand je dis vous m'avez compris évidemment. Le conseil de Violette, comme chaque semaine, vous avez été nombreux la semaine dernière à me dire que vous appréciez que je partage des vidéos de ce compte, du compte de Violette, parce que soit vous ne la connaissiez pas, soit ça vous permet d'en apprendre un petit peu plus. Sachez qu'elle a dépassé les 100 000 abonnés sur Instagram, donc félicitations pour ça. Et cette fois-ci, elle parle du sel et des idées reçues qu'on peut avoir par rapport au sel qu'on trouve en grande surface. Je me suis dit que ça pouvait être intéressant, donc je vous laisse regarder. Le E535 ferrocyanure de sodium est un additif qui sert d'anti-agglomérant et qui n'est autorisé que dans le sel de table à hauteur de 20 mg par kilo de sel. Contrairement à ce qui est affirmé dans la vidéo, il n'est pas suspecté d'être cancérigène. En revanche, il peut être toxique à haute dose, mais la DJA, c'est-à-dire la dose journalière admissible, a été fixée à 0,03 mg par kilo de poids corporel, ce qui signifie qu'il faudrait qu'un adulte de 50 kg consomme plus de 75 g de sel par jour pour risquer un effet nuisible. Maintenant parlons d'une autre chose que vous consommez quotidiennement et qui peut être mortel si vous en abusez, l'eau. Si vous dépassez une certaine quantité, vous pouvez tomber dans le coma et potentiellement décéder. C'est pour ça que quand on parle de toxicité et plus largement de tout effet délétère sur la santé, il faut toujours préciser la dose, sinon ça n'a plus beaucoup de sens. D'ailleurs, le sel lui-même est toxique en excès, qu'il contienne un anti-agglomérant ou non. Et ce n'est pas le seul problème de cette vidéo. En plus de susciter la peur inutilement auprès de plusieurs millions de personnes, la créatrice suggère que les sels naturels avec un seul ingrédient, comme le sel de Guérande ou ce sel, seraient à privilégier. Sauf que ce n'est pas un bon conseil, car ces sels ne sont pas iodés. L'iode, c'est un minéral qui est nécessaire à la production des hormones thyroïdiennes et plus de 2 milliards de personnes dans le monde souffrent d'une carence. C'est pour cette raison qu'en France et dans d'autres pays, on a décidé d'enrichir le sel de table qui est un produit que quasiment tout le monde consomme. Et selon un rapport publié le 28 juin par l'OMS et le Réseau mondial pour l'iode, l'Europe est aujourd'hui davantage exposée au risque de carence en raison de l'évolution de nos régimes alimentaires. Alors s'il vous plaît, arrêtez de jouer les apprentis toxicologues quand vous n'avez aucune formation scientifique. Sleeping Beauty sort un petit peu de vacances en ce moment et elle recommence à poster des recettes, mais ce n'était pas le cas au moment où j'ai pris mes magnétos, donc j'ai décidé de vous prendre une recette qui datait un petit peu, qui personnellement m'a donné beaucoup envie, donc je me suis dit pourquoi pas vous partager celle-ci et vous partager ce réel qui personnellement moi m'avait fait réagir. Je vous laisse regarder. Je vous donne mes 3 meilleures astuces pour décrypter les étiquettes nutritionnelles et identifier les ingrédients à indice glycémique bas ou modéré. Premièrement, vous allez essayer de privilégier tout ce qui est complet.
complet. Complet, ça veut dire qu'on n'a pas retiré les fibres qui se trouvent autour. Les fibres abaissent l'indice glycémique en ralentissant l'absorption du sucre dans le sang et favorisent aussi une meilleure digestion. Pour éviter les ballonnements, c'est super. Deuxièmement, ça c'est pas facile, éviter tous les sucres ajoutés. Si le sucre fait partie des 3 premiers ingrédients, évite d'acheter ce produit ou alors consomme-le de manière occasionnelle. Mais ce qui est pas évident, c'est que le sucre peut avoir 60 appellations différentes. Rien que là, vous voyez, sucre de canne, sirop de riz, sirop de malt d'orge. Il y a déjà 3 sucres différents dans un même produit. Et aussi, moins tu peux prononcer les ingrédients, moins c'est bon signe. Et enfin, troisièmement, attention aux allégations de santé, notamment sans sucre ou allégé. Ça signifie pas forcément que l'ingrédient est à un indice glycémique bas ou qu'il est bon pour la santé. Au contraire, vérifiez toujours la liste des ingrédients et ne vous faites pas avoir par le marketing, ils sont trop forts. L'actualité de Hugo Décrypte cette semaine revient sur une femme âgée, très âgée, qui est malheureusement décédée, mais qui montre un petit peu que on peut vivre jusqu'à un âge très avancé. Je sais que peut-être beaucoup s'attendaient à ce que je mette un réel par rapport à la contamination de la variole du singe, etc., qui a dépassé les frontières de l'Afrique, est arrivée en Suède, mais je me suis dit qu'on est sur la fin des vacances et que toutes ces informations anxiogènes vont déjà revenir par centaines dès la rentrée. Donc soufflons un petit peu et parlons, j'ai envie de dire positivisme, mais en même temps on est sur une personne décédée. Mais moi je trouve que c'est quand même pour montrer que la nature peut être bien faite et qu'on peut vivre très longtemps. Donc j'essaye de le voir d'un bon côté, j'espère que ça sera compris. La femme la plus vieille du monde est décédée à l'âge de 117 ans. Elle était espagnole et s'appelait Maria Brañas. Elle est morte en Catalogne pendant qu'elle dormait paisiblement et sans souffrance, a annoncé sa famille ce mardi 20 août, sans préciser le jour exact de son décès. Née le 4 mars 1907 à San Francisco, Maria Brañas a notamment traversé 2 guerres mondiales et vu passer 17 présidents français. La nouvelle doyenne de l'humanité serait donc désormais Tomiko Ituka, une japonaise âgée de 116 ans, selon le Gerontology Research Group. Et enfin, parce que pas de placement caché cette semaine, l'analyse de Juliette Cadeau, qui une fois de plus, pour moi, est assez intéressante. Franchement, je répète, mais j'adore ce compte. Ça me permet d'en apprendre beaucoup plus sur le monde entrepreneur et sur le monde marketing. Je vous laisse avec Juliette pour clôturer les réels de la semaine. J'avais 20 ans, j'avais très peur d'être seule en public. Si j'allais boire un verre, je pouvais pas attendre toute seule mes potes, même me promener toute seule, j'avais l'impression que tout le monde se moquait de moi. Et aujourd'hui, j'adore passer des moments toute seule. Et c'est ultra important pour moi de savoir être seule. Si t'as constamment besoin d'être entouré, c'est que t'apprécies pas ta propre compagnie. Or, la seule personne avec laquelle t'es sûr de passer toute ta vie, c'est toi-même. Et c'est aussi pour moi le secret de la longévité des relations. Ça fait 7 ans que je suis en couple. Mes potes, en moyenne, on a 10 à 15 ans d'amitié. Et je pense que c'est aussi le fait de savoir être seul qui permet d'avoir une longévité. Parce qu'il n'y a pas de dépendance affective. Pour être bien avec les autres, faut savoir être bien avec soi-même. Voilà tout le monde pour les réels de la semaine pour cette édition de MTTI. J'espère qu'ils ont pu vous intéresser, vous plaire. N'oubliez pas de liker et commenter. On se retrouve tout de suite pour le tour de l'influence. Comme je l'ai dit, pas de vidéo à mettre en avant. De toute façon, il y a de moins en moins de personnes au mois d'août sur YouTube. Et pour les comptes à découvrir, je vous ai parlé de Mademoiselle Fantasia. Donc allez vous chercher un truc à boire parce que le tour de l'influence, c'est maintenant et il va être assez costaud. Je commence par vous parler de la nouvelle pièce qui est donc ouverte à l'hôtel Mafouf, le camp Mafouf. Léna Situation est une influenceuse incontournable, vous le savez, chaque été, depuis le 1er août, on voit ses vlogs d'août et tout le monde a hâte de la retrouver dans un pop-up store. Cependant, cette année avec les Jeux Olympiques, eh bien, on a eu un pop-up un petit peu décalé. Le 15 août, celui-ci a ouvert, après le chalet, la piscine, Léna et son équipe reprennent les mêmes lieux, mais cette fois-ci pour faire un camp, le camp Mafouf, qui incarne une atmosphère estivale avec une décoration soignée jusqu'à dans les moindres détails. On a des lits, des guirlandes lumineuses et des éléments qui rappellent tout simplement le camping, l'évasion en plein air. On a au camp Mafouf des visiteurs qui peuvent acheter des produits, mais qui peuvent aussi manger. Le compte Instagram de Léna invite d'ailleurs, je cite, à venir manger des s'mores au coin du feu, boire un smoothie au collagène et chiller sur le camp afin de faire du shopping et de danser. Cette invitation résume l'expérience que propose ce pop-up. Le camp Mafouf est situé aux 12 rue de Philippe de Girard dans le 10e arrondissement et il est ouvert jusqu'au 31 août. Les fans ont pu suivre les préparatifs de ce lieu à travers les vlogs de Léna. Il y en a certains des fans qui sont repartis avec une cup de la marque Quetch offerte pour l'achat d'une boisson signature. On a une glace pour animaux d'ultra premium direct qui a fait son retour et aussi Anatae Matcha qui est présent au camp Mafouf. Je vous laisse regarder.
Lena Situation annonce que d'autres événements sont prévus pour animer le camp Mafouf jusqu'à la fin du mois. Ces initiatives pourront permettre de découvrir plus de facettes par rapport au pop-up. Alors pour réagir par rapport à tout ça, j'ai vu qu'il y a pas de moins en moins, mais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont pas trop hype par les vlogs d'août cette année, qui sont aussi un peu moins hype du camp Mafouf, mais il y en a quand même beaucoup qui adorent. J'ai vu Lena Adorable, collègue, qui a fait un réel, une petite visite du camp Mafouf, donc je vous laisse regarder. Je teste l'hôtel Mafouf, le Summer Camp. Avec Lola, on s'est retrouvés vers 11h30 midi ce lundi et on n'a pas du tout attendu à l'entrée cette année, ce qui est top. En revanche, il fallait quand même faire la queue ensuite pour entrer dans la boutique où la déco était encore une fois incroyable, plus aboutie même je trouve que l'année dernière. Moi j'ai craqué sur ce top rose adorable que j'ai pris en XS et Lola a craqué sur le blanc. Par contre je vous avoue que c'était une galère pour essayer, niveau orgueil il n'y avait pas toutes les tailles ou toutes les couleurs donc on n'a pas craqué sur d'autres articles. Ensuite direction le restaurant, j'étais trop contente de voir qu'ils proposaient mon matcha préféré, le Anataï. Niveau food on s'est fait plaisir, on a pris des frites, des nuggets végés et la salade César. 10 sur 10, tout était excellent, surtout la salade pour le prix. On s'est régalé et elle était hyper généreuse. Par contre petite déception au niveau des boissons pour le smoothie au collagène qui était fade et beaucoup trop cher. Ça, l'ambiance du lieu était incroyable, toujours aussi top et on a passé un très bon moment donc je vous recommande d'y passer avant la fin de l'été pour vous régaler. Si vous êtes sur Paris, est-ce que vous y êtes allé? Dites-moi tout ça dans les commentaires. On parle un petit peu people parce que vous m'avez envoyé des messages par dizaines concernant Blake Lively et la sortie de son film. Donc j'ai trouvé un média qui s'appelle 24 heures qui est revenu sur absolument toute l'actualité et tout ce qu'il se passe. Je vais beaucoup citer ce média, c'est parti. Blake Lively, que vous connaissez certainement comme Serena van der Woodsen dans Gossip Girl, traverse une période de crise qui est marquée par une vague de polémiques. Depuis quelques jours maintenant, l'actrice se retrouve sous le feu des projecteurs en raison de choses qui sont bien loin du glamour hollywoodien. Blake Lively est en pleine tournée promotionnelle de son nouveau film Jamais plus, It Ends With Us, un drame qui aborde des sujets sensibles comme la violence conjugale. Cependant, son approche de la promotion a suscité pas mal de réactions controversées. D'ailleurs, je devais avoir mon amie Sarah Enyo dans l'émission pour tout simplement vous faire une petite critique, mais je me suis pris trop tard, du coup elle a loupé le coche. Je suis désolé pour ça. Par contre, elle a fait une énorme vidéo sur sa chaîne qui revient sur le film et la critique du film. Je vous laisse avec un extrait, je vous mettrai la vidéo en barre d'infos. Je me rends compte que, étant donné que c'est Justin Baldoni qui a réalisé le film et que c'est un homme, c'est triste à dire parce que ça le touche énormément et je vois dans ses interviews, il est à fond dans la cause, il veut faire en sorte que les choses changent, il veut aider les femmes qui subissent ce genre de choses et c'est tout à son honneur et c'est incroyable et vraiment cœur sur lui, mais c'est un homme et j'imagine qu'il a pas vécu ce genre de choses, en tout cas il l'a pas vécu en tant que femme, ça c'est sûr et certain, et du coup, il pouvait pas le représenter d'une manière réaliste. Et c'est dommage. Je pense que, je sais pas qui a réalisé le film en dehors de lui, mais ça m'étonnerait que des femmes qui ont subi des violences conjugales ont bossé sur le film, et c'est dommage. Ou alors, si c'est le cas, vraiment, il manque beaucoup trop d'éléments pour que le film soit réellement impactant. Voilà, c'est juste dommage en fait. Sur les tapis rouges, Blake Lively arbore des tenues colorées et lumineuses, ce qui semble être en décalage avec la gravité du film. Dans une vidéo promotionnelle, elle encourage les femmes à s'habiller de façon joyeuse pour aller voir le film entre amis, un ton qui a été jugé trop léger par rapport justement au fait qu'on est sur une situation et une problématique dans ce film qui est assez grave. Elle a également profité de cette tournée pour promouvoir ses propres marques, quelque chose qui n'est pas du tout passé, sachant qu'il y a une boisson alcoolisée. Donc c'est une démarche commerciale qui a été très mal accueillie, en particulier la promotion des boissons alcoolisées dans le contexte d'un film traitant de violence conjugale, un domaine où l'alcool est souvent un facteur. De nombreux internautes ont souligné qu'à aucun moment Blake n'a mentionné des ressources ou de soutien pour les victimes de violences domestiques, contrairement à son coéquipier qui est le réalisateur du film. On a des rumeurs de tension entre les deux qui ont émergé, il y a beaucoup de personnes qui disent qu'on a eu du fat shaming, ça a ajouté donc à la polémique. On a aussi un des moments controversés qui est survenu lors d'une interview où Blake a été interrogé sur la manière dont les spectateurs pourraient la contacter pour parler de violences conjugales après avoir vu le film. La réponse a été: peut-être en demandant mon adresse ou mon numéro de téléphone ou bien ma localisation, je pourrais vous géolocaliser. Et ensuite, en fait elle avait un ton assez désinvolte qui encore une fois n'a pas du tout été apprécié, qui personnellement m'a beaucoup choqué. Cette controverse actuelle a aussi fait remonter à la surface d'anciennes interviews qui datent de 2016 pour le film Cave Society, qui est devenu viral à nouveau, qui montre Blake dans un moment assez inconfortable. En fait elle était enceinte à ce moment-là et elle avait réagi avec sarcasme aux félicitations de la journaliste pour son petit ventre en rétorquant: félicitations
félicitations pour ton petit ventre. Cette remarque a été adressée à une journaliste souffrant d'infertilité, a été perçue comme cruelle et insensible. D'ailleurs, la journaliste avait confié au Daily Mail que cette remarque l'avait énormément blessée. Bref, en gros, il y a énormément de choses autour de Blake Lively qui font surface aujourd'hui, d'anciennes interviews, etc. Et tout ça part de ce film qui, personnellement, déjà, je trouve, est extrêmement problématique et qui, en plus, a une promotion aussi joyeuse alors qu'on est sur quelque chose de très grave. Donc, je veux bien qu'on essaye de vouloir donner envie d'aller regarder ce film, mais quand même, il faut prendre au sérieux le sujet à l'intérieur. Si vous avez eu vent de tout ça, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, mais vous vouliez une petite partie dessus et je voulais pas en parler dans MTT, donc je me suis dit que j'allais le faire dans MTTI, étant donné qu'on est vraiment sur une polémique digitale. Encore quelque chose sur laquelle je n'avais pas d'informations et donc j'ai été prendre mes informations sur le média high-tech, sur le média teamaaa.com et sur Jean d'Internet. Je vous parle du drama Villebrequin. Je ne connaissais pas du tout ces créateurs de contenu, donc je vais beaucoup rester sur mes notes. Au mois de décembre 2023, on a eu une rupture pour les fans de la chaîne Villebrequin. En fait, c'est un duo, Sylvain et Pierre, qui a décidé de mettre un terme à leur collaboration. Lors de cette annonce, Sylvain avait dit « On vous annonce que le programme Villebrequin que vous avez connu pendant 5 ans arrête ». Pierre avait ajouté « Ça ne veut pas dire que Sylvain et Pierre c'est terminé, mais le programme est terminé ». Selon eux, ce qu'ils avaient créé était devenu trop important pour qu'ils puissent la gérer ensuite, donc je rappelle qu'on est sur des créateurs de contenu automobiles. Après cette séparation, chacun a suivi son chemin par rapport à Twitch et par rapport à YouTube, mais on a eu des tensions qui ont fini par faire surface en début août 2024. Pierre a été le premier à évoquer ces conflits dans une vidéo qui a été postée le 15 en réponse à un contenu de Sylvain quelques jours plus tôt. Ce dernier avait racheté le Fiat Multipla, un projet qui était phare sur leur chaîne, pour continuer à en faire profiter sa communauté, seul, alors que c'était un projet en duo. Pierre a réagi en accusant Sylvain d'avoir agi sans son accord et en disant « Il l'a racheté sans mon accord pour en bénéficier lui seul. J'ai encore espoir en la justice, la procédure a donc été annulée ». Cette histoire de Fiat Multipla, elle remonte à 2020. Le duo avait acheté ce véhicule pour 800 € à la fin de 2019 et on a eu une première vidéo très populaire en duo sur YouTube. Il y a eu un succès par rapport à cette vidéo qui a atteint le 1 million de vues et qui a encouragé leur communauté à proposer des idées afin de transformer ce véhicule. Donc Sylvain et Pierre ont décidé de se lancer dans un projet de tuning. Ils ont créé le Fiat Multipla le plus puissant et le plus rapide au monde avec un objectif de 1000 chevaux. Pour réaliser ça, ils s'étaient associés au garage W Autosport spécialisé dans la préparation de véhicules pour la compétition, mais le coût était élevé. Et en fait, ils avaient investi plus de 30 000 € de leur poche et ils avaient sollicité l'aide de leur communauté via une campagne de financement qui a été lancée en fin septembre 2020. Leur appel a été entendu, ils ont collecté plus d'1 million d'euros et pour remercier leurs fans, le duo avait promis un événement spécial qui s'est déroulé en juin 2023 où chacun a pu venir tester la voiture. Et justement, après avoir mis fin à leur collaboration, ils avaient un avenir incertain par rapport au sort du Fiat Multipla. Ils ont envisagé de le placer dans un musée, finalement ils ont renoncé à l'idée et aujourd'hui ce véhicule il est devenu le point crucial de cette polémique étant donné que l'un d'eux a décidé de le reprendre pour continuer à faire du contenu. Et bien en réponse à la vidéo de Pierre qui est donc sortie le 15 août où il se montre ému et où il prend la parole par rapport à ça, Sylvain lui a publié un court texte sur Instagram où il explique ses motivations. Selon lui, l'idée de reprendre le véhicule venait en réalité de Pierre qui avait déjà entamé des démarches pour le récupérer et l'exposer dans son futur local. Sylvain a dit « J'ai agi avant lui et j'assume à 100% la volonté de vouloir le faire rouler, en faire profiter les gens et assurer la promesse faite envers la communauté. » La situation entre les deux reste tendue au moment où je vous parle, il n'y a pas eu de nouveauté et les anciens fans du compte Villebrequin sont un petit peu, j'ai envie de dire désemparés par rapport à ces tensions et ils se disent que ça ne mérite pas tout ça. Vous me direz ce que vous en pensez si vous avez suivi cette polémique. Personnellement, je ne connaissais pas du tout ces créateurs et je trouve que c'est quand même très dommage de se déchirer, mais j'ai vu d'autres choses comme quoi l'un des deux aurait voulu engager la compagne de l'autre mais finalement lui aurait dit non au dernier moment. Enfin, il y a des histoires quand même assez sombres et je me suis dit que j'allais rester en surface pour le coup parce que je suis pas assez renseigné sur le sujet. Mais si vous avez des infos, mettez-les en commentaire, n'hésitez pas. Alors, je vais vous parler de Shera Kerinsky et de la créatrice de contenu Seed, que vous connaissez peut-être. Elle nous avait teasé une vidéo qui allait sortir sur Shera Kerinsky, un Dark Seed, c'est un contenu qu'elle fait souvent sur sa chaîne et c'est quelque chose qui est donc sorti, une vidéo qui dure une bonne heure, que j'ai personnellement regardée et que j'ai trouvé assez choquante. Vous m'avez demandé un petit débrief, donc je vais pas vous faire un résumé de sa vidéo, je vous conseille d'aller la voir. Par contre, il y a 2-3 petites choses qui m'ont beaucoup choqué à l'intérieur, donc j'ai fait des recherches et j'étais encore plus choquée.
le point qui m'a le plus choqué et sur lequel je veux appuyer ici, c'est le stalking. Sid explique via un témoignage, donc on a des preuves et des captures d'écran, que la créatrice de l'X Media, Lana, a été stalkée par Shera, par Gaël et par aussi Jill. Si j'ai bien compris, je suis pas vraiment sûr pour Jill, mes souvenirs se mélangent, mais dans tous les cas, Gaël, Martine et Shera ont bel et bien stalké Lana pendant plusieurs lives, ce qui l'a poussée à un petit peu arrêter parce qu'elle se sentait pas bien. Et honnêtement, j'ai trouvé que c'était extrêmement choquant et déplacé. Donc j'ai décidé de faire quelques recherches sur internet par rapport à Shera, et Shera avait déjà suscité une vague d'indignation après avoir posté une vidéo où elle se maquillait le visage en noir, quelque chose qui est donc perçu comme du blackface. Elle avait retiré rapidement cette vidéo, mais la controverse était très forte. À la suite de ça, il y a d'autres internautes qui ont sorti des anciens tweets de Shera qui sont ouvertement négrophobes. On a des messages qui datent de plusieurs années, qui ont choqué Internet et qui ont alimenté le débat sur le racisme. On a pas mal d'internautes qui lui ont demandé de s'expliquer sur ces tweets que personnellement je vais pas vous lire parce que j'étais vraiment choqué. Shera au début elle a pas répondu, elle restait en retrait et dans le silence, donc ça a attisé encore plus de haine. Évidemment je le dis quand même, le harcèlement n'est pas autorisé, hein. Je pense qu'on peut demander des comptes à quelqu'un sans lui faire subir une vague de harcèlement, mais la situation de Shera, elle rappelle que dans l'ère numérique, le passé sur les réseaux il peut ressurgir à chaque moment, croyez-moi, et les figures publiques sont souvent tenues responsables des anciennes choses qui se passent. Selon Shera, j'ai pu retrouver une réponse, ces tweets qualifiés de racistes ont été échangés entre amis. Elle disait « On était entre noirs et arabes et c'est comme ça qu'on se parlait à l'époque. Les gens qui sont nés dans les années 90, vous allez très bien comprendre. » Évidemment, ces explications n'ont pas suffi à calmer les internautes. Et suite à la vidéo de Sid, il y a énormément de témoignages qui sont ressortis. On peut le voir dans les commentaires. Il y a pas mal de personnes aussi qui parlent de travaux qui auraient été faits avec Shera mais qui auraient posé problème. Sid dit également dans sa vidéo qu'elle doit faire attention aux mots qu'elle emploie parce qu'elle pourrait se prendre un procès, et on n'a aucune réponse de Shera Kerinsky par rapport à tout ça. Shera est dans son droit de ne pas répondre. Personnellement, si jamais je vis des polémiques, etc., je ne pense pas que je répondrai publiquement. Peut-être j'irai discuter en privé avec les personnes, mais on est quand même sur des accusations très graves, et je pense que juste une prise de parole pour s'excuser ou je sais pas pourrait être assez intéressante ici. J'ai personnellement contacté Shera pour savoir si elle en pensait quelque chose. Je lui ai même dit que ça pouvait rester entre nous, donc je vous aurais juste dit que j'avais eu une réponse, mais je n'en ai pas eu. Donc voilà, je voulais quand même revenir là-dessus et vous proposer la vidéo de Sid parce qu'elle est très intéressante et elle a fait un travail absolument de dingue. Elle a sorti un teaser sur son TikTok que je vous laisse regarder. Ça ne sert à rien de m'attaquer ou de faire un procès. Ce que je dis est disponible sur internet. Vous avez les dates, les sources, tous les liens seront en barre d'infos. Je ne sors rien de mon chapeau. Je vous le redis à vous également. Si jamais la vidéo disparaît, c'est que ça sera pas de mon fait. Ça vous rappellera ô combien certaines personnalités font tout pour être intouchables. T'acceptes? Pas ouf quand même, hein? Internet n'oublie jamais. On était à Shera qui a 19 ans et 20 ans. Imaginez ce que quelqu'un qui vote extrême droite peut nous envoyer. Et ben on est dans cet ordre-là. De savoir que ça vient d'une fille qui est originaire d'Afrique, que sa mère est algérienne, son blackface. Les créoles qui vont avec, on en parlera dans d'autres points. Voilà, mettez-vous au moins sur le mode de l'écoute. Parce qu'il faut une grande capacité pour pouvoir entendre la parole d'une personne qui a été victime. Je vous laisse d'ailleurs avec les voix des personnes concernées. Truc de fou, parce que très grosse influenceuse. Ah bah en fait, on n'a pas de budget, ça va trop me faire de la visibilité. Le retour de ce contrat que j'attends toujours, hein, soit dit en passant. Janan a été de près ou de loin la jambe de Shera. Est-ce qu'une youtubeuse à 2 millions d'abonnés, elle a besoin de faire ça aujourd'hui? Son amitié profonde avec Gaël Garcia Diaz, Thibaut InShape ou Jill. Si jamais vous avez vu ça et eu vent de tout ça, vous me direz ce que vous en pensez dans l'espace commentaire avec du respect s'il vous plaît. Et enfin, je termine avec la Sandy Family. Il y a eu un update par rapport à ce qui se passe. Sandy Family, un influenceur de 23 ans, connu pour ses vidéos controversées, a été condamné à une peine de 4 ans de prison le 6 août dernier. J'avais fait une enquête là-dessus. Cette condamnation fait suite à plusieurs actes de violence commis durant l'été qui ont choqué le public. L'influenceur de son vrai nom, Sandy Falk, a été reconnu coupable d'une série d'agressions graves. Tout a commencé le 23 juin. Sandy aurait endommagé un véhicule. Il s'en est ensuite pris physiquement à une personne. Quelques semaines plus tard, le 1er août, agacé par des klaxons près de chez lui, il aurait quitté son logement armé d'un couteau, déclenchant une violente altercation. Et durant cette bagarre, il aurait mordu sa victime à plusieurs reprises. 2 jours après cet incident, le frère de la première victime, accompagné de sa femme, s'est rendu chez lui pour tenter
tenté de discuter et ça a terminé en altercation violente. Selon les informations rapportées, Sandy et son père seraient sortis armés d'une hachette et d'un râteau. Sandy Family aurait frappé le frère de la victime avec la hachette. Ce dernier aurait pu prendre l'arme et la jeter très loin. L'agression s'est poursuivie, laissant la victime gravement blessée et gisant sur le sol. Et bien justement, dans une vidéo publiée sur TikTok, la femme de la victime a témoigné pour la première fois. Elle écrit et décrit en détail les événements qui se sont déroulés. Je cite: « Nous n'étions pas venus chez Sandy, mais nous nous trouvions sur une route communale où tout le monde peut passer. Mon mari se retrouvait complètement au sol avec Sandy, l'un lui tenait les jambes, l'autre les bras. Il a commencé à frapper son visage, le sang giclait de partout. Mon mari était inconscient, je pensais qu'il était mort. » Les blessures de son mari sont très graves. Elle poursuit en disant: « Il a 19 points de suture au visage, le nez cassé, les planchers orbitaires sont fracturés. Il a dû subir une opération pour la pose d'une plaque en titane sous l'œil. Dans 2 mois, il en subira une nouvelle pour son nez. En plus de ça, il est partiellement paralysé. Son visage côté gauche est complètement paralysé. » Elle termine par dire: « J'ai assisté à toute la scène, c'est un traumatisme tellement profond que je ne parviens plus à dormir la nuit. » Ces mots montrent une douleur et mettent en lumière l'impact dévastateur de cette violence, de tout ce qui s'est passé et qui donc explique la condamnation de Sandy Family. Alors j'ai pris la décision de ne pas vous mettre le témoignage de cette jeune femme dans l'émission, même si j'aurais pu gagner des minutes et faire du sensationnel, parce que je trouve qu'elle est très touchante dans le sens où elle a témoigné, peut-être pas pour que ça soit partagé au plus haut point, mais peut-être juste pour donner sa version. Vous pouvez retrouver le témoignage assez facilement sur YouTube et sur TikTok, mais moi personnellement je voulais juste lui envoyer du soutien et vous faire un update. Voilà tout le monde pour MTTI cette semaine. Je vous ai prévenu, il était assez costaud, bien qu'on ait que les réels et le tour de l'influence. J'espère que l'émission a pu vous intéresser et vous apporter toutes les informations que vous n'aviez pas eues. En ce qui me concerne, je vous laisse là. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner. On se retrouve dimanche pour l'émission spéciale People et télé-réalité et peut-être avant ça pour une enquête. Rejoignez-moi sur Twitch et sur la chaîne de replay. On se voit demain et vendredi à 18 h. Je vous embrasse, je vous souhaite une bonne fin de vacances et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission spéciale internet, spéciale digital.